Bienvenue dans ce nouveau tutoriel concernant les bases de 3D Studio Max 2012. Nous allons approcher dans ce tutoriel la création d'un studio photo concernant les éclairages Mental-Ray, quelques bases sur les textures Mental-Ray et la construction d'un studio. Alors pour ce faire, nous allons nous mettre dans une vue gauche. Je vais basculer en plein écran, je rappelle le raccourci Alt-W et nous orienter donc en appuyant sur ma molette pour glisser dans ma vue, en zoomant un petit peu en arrière de manière à avoir suffisamment de place pour construire le rectangle qui va me permettre de faire mon studio. Donc pour cela, je vais dans le menu Créer, Forme, et je vais choisir Rectangle. Je vais plus ou moins partir du centre de mon univers et créer un rectangle qui fait plus ou moins 3 mètres par 5. Une fois fait, clic droit pour sortir de la création, clic droit pour arriver au menu contextuel, et je vais le convertir en spline éditable. Comme d'habitude, on remarque automatiquement, ça nous ouvre le menu modifier. Dans le menu modifier, je vais activer le sous-objet segment pour en supprimer le segment de droite, avec Sup du clavier. En sous-objet sommet, je vais venir avec un rectangle de sélection sélectionner les deux sommets qui sont à gauche de mon rectangle, et trouver dans le menu géométrie la partie raccord. Donc bien trouvé, sachez que vous pouvez descendre dans le petit ascenseur de différentes manières. À partir du moment où vous avez cliqué dans ce menu, avec la molette, vous pouvez tourner, vous pouvez attraper l'espèce de petite barre grise et la faire glisser. En tout cas, il se trouve bien au milieu du menu Géométrie des paramètres de la spline éditable. Donc je clique sur Raccord et tout simplement je m'approche d'un de mes deux sommets. On voit tout de suite le symbole représentant le raccord. Et là, d'un clic gauche et ensuite sans lâcher en glissant, je vais choisir d'arrondir de plus ou moins 60 cm mes angles. Une fois fait, je vais prendre par exemple mon petit sommet qui est en bas et le déplacer sur un seul axe, l'axe X. Voilà ce que ça donne à peu près. Une fois terminé le déplacement, je sors du sous-objet sommet et passe en perspective. Raccourci P. Alt plus molette enfoncée me permettra de m'orienter dans ma scène et de zoomer un petit peu en arrière en tournant la molette. À ce stade, je vais maintenant mettre le modificateur, toujours donc dans le menu modifier à mon rectangle, extruder. Extruder avec une valeur, donc une quantité, la quantité d'extrusion, de 800 cm. Pour faire 8 mètres. Comme ça, j'ai plus ou moins assez de place pour créer ensuite les éléments qui vont être au centre de mon studio. Je vais demander l'affichage réaliste de 3D Max 2012 qui en fait me montre automatiquement les deux faces. Chose donc en pensant à ceux qui n'ont pas encore 3D Max 2012, vous devriez voir logiquement la couleur à l'intérieur dans les versions antérieures, à l'extérieur pardon, et l'intérieur en noir. Pour qu'on soit bien, peu importe la version, je vais faire un clic droit, toujours objet sélectionné, et choisir la propriété objet. Et cocher dans les propriétés d'affichage face masquée. Pour bien m'apercevoir quelle est la normale, la logique, la face que 3D Max veut afficher de mon studio. Effectivement, ce n'est pas ce côté-là que je veux voir, mais l'intérieur. On a un modificateur pour renverser ce qu'on appelle la normale, le côté normal de la face affichée dans l'univers. Je vais chercher le modificateur donc normal qui me permettra de basculer tout simplement cette normale. Et là on remarque automatiquement qu'on voit uniquement l'intérieur, la partie qui nous intéresse dans notre studio. À partir de là, je vais venir maintenant ensuite créer un socle avec une boîte. Un petit socle sur lequel j'ai posé quelques objets ensuite. On va lui donner des paramètres plus ou moins de socle. Voilà. Et bien m'assurer dans la vue de gauche, en appuyant sur le F3 qui va me permettre de basculer en ligne pour bien voir en même temps mon studio. Comme ça, je vais baisser ou monter en fonction de là où vous aviez construit votre rectangle,
ma boîte, de manière à ce qu'elle touche à peine le sol, où on laissera une marge exprès pour tout simplement que l'ombre nous montre que l'objet est posé sur le sol. Ensuite, en perspective, Z, zoom sur sélection, rappelez-vous, je vais revenir en vue réaliste, F3 à nouveau, et créer là-dessus des théières. Je vais en mettre deux, et grâce à grille automatique, pouvoir les positionner directement sur ma boîte. Que voilà. On va les modifier un petit peu avec par exemple échelle sur un axe pour celle-ci et rotation pour leur donner, pour les présenter un peu mieux dans ma scène. Voici ma scène. Niveau modélisation, c'est terminé. Maintenant je vais chercher un angle pour la présentation de mon rendu en centrant plus ou moins l'ensemble dans ma scène. Rappelez-vous, Alt plus molette pour tourner, molette enfoncée pour glisser, zoom avant-arrière pour zoomer. En imaginant que vous voulez faire un zoom plus précis, CTRL Alt molette en avant ou en arrière vous permettra d'activer le zoom beaucoup plus précis, qui équivaut au raccourci tout simplement du bouton zoom. À partir du moment où ma vue est plus ou moins cadrée comme je le souhaite, nous avons dans le menu vue une option qui nous permet de créer une caméra à partir de la vue, ou le raccourci CTRL-C. Une fois fait, on voit bien ma perspective est passée automatiquement en caméra. J'appuie sur P pour revenir en perspective, et là je constate effectivement un objet caméra a été créé avec sa cible. C pour revenir en caméra, P pour revenir en perspective. Une fois fait, je vais aller en vue de dessus, perspective, hop, je clique dans mon menu et je vais dans la vue de dessus. En cadrant bien dans ma scène et en rebasculant en mode filaire, F3 à nouveau, je vais venir maintenant créer des lumières. Donc je vais prendre, on voit bien des lumières photométriques. Attention, rappelez-vous que dans le premier tutoriel, nous avons appris à personnaliser notre interface par défaut. Et elle est bien configurée en Montalray. Ce qui veut dire que j'aurai automatiquement les lumières photométriques quand je vais dans lumière, comme pour les matériaux qu'on va voir ensuite, qui seront automatiquement des matériaux Montalray. Donc je vais créer une lumière cible en acceptant les paramètres de Montalray qu'on ira voir ensuite, où il nous crée tout simplement dans la boîte environnement et effets un contrôle d'exposition photographique Montalray. Donc je valide en disant oui. Je n'oublie pas de décocher la grille automatique et je viens créer en cliquant glissant, donc un clic plus glisser, où j'oriente ma cible vers ma lumière, et une deuxième lumière par ici. Dans la vue de gauche, je vais venir ensuite les positionner correctement. Grâce à la fonction capture, je vais facilement pouvoir, donc d'abord un clic droit pour sortir la création de lumière, choisir déplacer, et venir sélectionner avec un rectangle de sélection mes cibles, que je vais grimper en hauteur. Et ensuite mes éclairages, plus ou moins dans l'axe de ma caméra. Donc là il est facile de voir, nous avons deux éclairages. Nous allons mettre les paramètres à ces lumières. Donc dans le menu modifier, un des deux éclairages sélectionnés, nous allons nous intéresser d'abord aux paramètres généraux où on va activer les ombres à lancer de rayons. Ensuite, je vais venir changer mon intensité en mettant, donc le CD c'est le candela, l'unité de la lumière, comme d'autres unités, les lumens ou les luxmen. Je vais mettre dans mon candela uniquement 100. Valider. Et choisir mon autre éclairage, lui mettre les mêmes valeurs. Donc d'abord activer les ombres à lancer de rayons, et dans l'intensité, 100 candela. J'appuie sur C pour revenir en caméra, et choisir d'afficher mon mode réaliste. Là on va même demander par exemple à mon ombrage d'utiliser les lumières de la scène. Voilà ce que ça me donne. Donc nous allons maintenant mettre des matériaux. Donc j'ouvre l'éditeur de matériaux texture, configuré en mode compact, pas en mode détaillé, chose que l'on verra une autre fois
qui est un éditeur vraiment beaucoup plus puissant, avec beaucoup plus d'options. Mais comme dans mon atelier, nous n'avons que le mode compact, étant donné que nous avons 3D Max 2010 à 2011, tout le monde s'y retrouvera avec cet éditeur de matériaux. Alors, je vais par exemple mettre moins d'échantillons, voilà, et tout simplement glisser une boule différente par objet. Simplement par glisser-déposer. On voit bien, du coup, quand je sélectionne par exemple cette théière, les coins sont pleins et occupés, ce qui veut dire que le matériau est sélectionné et le matériau existe dans la scène et l'objet est sélectionné. Là, on voit que les matériaux sont utilisés dans la scène, mais l'objet n'est pas sélectionné. Simplement, en cliquant sur les différents objets, on voit à qui appartient quel matériel. Le cadre blanc me montre tout simplement sur quel matériel je vais travailler. Donc, par exemple, dans mon matériel de ma première théière, je vais choisir un chrome. Dans mon deuxième matériel, par exemple, je vais choisir un métal brossé. Mon troisième matériel, celui du socle, on va tout simplement le basculer en cliquant dans la case couleur avec le clic gauche et choisir dans la blancheur, dans la valeur de blancheur, quasiment 1. On évite généralement de mettre complètement à 1 pour éviter de brûler complètement la scène. Donc je me mets par exemple, à 0,9 et je valide en disant OK. Le second paramètre qu'on va aborder sera le lustre. Dans la réflexion, on va laisser la réflexion par défaut du matériel Mental Ray, mais par contre dans le lustre, on va complètement atténuer cette réflexion en lui mettant par exemple une valeur de 0,2. Il faut savoir, quand on a une valeur avec 0, ce n'est pas la peine de mettre 0. On fait directement virgule 2. Automatiquement, il vous mettra 0,2. Du coup, une option échantillon de brillance s'offre à vous. C'est simplement le nombre de points qui va être calculé pour adoucir votre réflexion. On va laisser la valeur par défaut. Le quatrième matériel, celui de mon fond, on va aussi le basculer en blanc. Et lui, par contre, on va lui annuler complètement la réflexion. Un clic droit dans les boutons radio, clic droit, hop, annulera automatiquement, mettra à la valeur la plus faible, la valeur de réflexion. C'en est terminé pour les matériaux de base. D'ailleurs, la prochaine vidéo sera sur les matériaux un peu plus avancés. Donc je ferme et je vais lancer un rendu. Donc le rendu, c'est simplement le calcul de ma scène pour voir déjà une première sortie. Rendu, menu rendu, rendu. On voit le raccourci MashQ. Ou alors on peut cliquer aussi sur la théière qui est complètement à droite de ma barre d'outils pour lancer un rendu. Hop, c'est parti. Ah, mon 3D Max mouline un peu. Il se réveille. Nous sommes dimanche. Donc voici le résultat. Donc je vais alléger un petit peu la taille. D'abord, je vais faire un clonage de cette image. Donc on voit en cliquant dans les petits boutons cloner image rendue, ça me sort automatiquement une petite vignette qui me permettra comme ça de contrôler l'évolution de mon rendu. Ici, je vais choisir de minimiser l'interface en cliquant dans ce bouton pour constater les différents réglages. Je vais revenir dans mon basculer interface utilisateur de ma fenêtre de rendu pour voir que l'on peut accéder à deux paramètres intéressants. Le premier, c'est la configuration du rendu. La configuration du rendu, pour l'instant, nous intéressons uniquement dans les paramètres communs à la taille de sortie, où je vais choisir un format HDTV, mais le faire plus petit. Il faut savoir que là, on va voir des éléments de rendu qui vont être un peu plus lourds, donc évitez de faire des grosses tailles quand vous travaillez. En largeur de 800, automatiquement, il me mettra une hauteur de 450, étant donné que je suis en mode HDTV, le rapport 16 neuvième, 1,777, etc., avec des pixels carrés. Donc je vais lancer à nouveau un rendu, on voit qu'on peut le lancer d'ici aussi. Et là on voit du coup mon rendu en format 16 neuvième. Voilà. Premier paramètre donc, par la configuration du rendu, mettre une taille de sortie. Hop. Ensuite le second bouton à droite de la configuration du rendu me permettra d'accéder à la boîte environnement et effets.
on peut constater que dans la boîte environnement et effets, on voit dans le contrôle d'exposition ce que nous avons accepté tout à l'heure en créant notre éclairage, le contrôle de l'exposition photographique mental ray. Alors là, je vais donner une petite recette de cuisine qui fonctionne quasiment à tous les coups. Donc d'abord, je vais lancer un aperçu pour voir ici l'image d'origine et changer mes valeurs. Donc la valeur d'exposition par défaut est de 2. Je vais mettre 1,5 pour mettre plus de lumière. Il faut savoir que plus vous allez vers 0, plus vous aurez de lumière. Donc on le constate tout de suite dans la fenêtre de rendu. Dans les paramètres suivants, dans le contrôle de l'image, nous allons mettre 0,4 dans les reflets brûlés, 0,6 dans les tons moyens. On voit que ça contraste du coup beaucoup plus. Et accentuer mes ombres, 0,4. Et mettre le paramètre de vignette à 5. Vignette apporte tout simplement la, comment dire, l'obturation, pas l'obturation, mais on va dire, comment dire, la présence de son objectif, tout simplement en mettant de l'ombrage dans les angles. Le maximum est de 25. On peut voir tout de suite ce que ça fait en mettant à 25 directement dans la scène. Comme on peut le voir ici, on voit tout de suite aussi les paramètres que l'on aura changés dans l'environnement. 5 est une valeur assez légère, mais qui permettra effectivement donc de renforcer la profondeur de l'image. Donc nous allons lancer un rendu. Donc je rappelle les petites valeurs: 1,5 contrôle d'exposition, reflet brûlé 0,4, ton moyen 0,6, ombre 0,4, vignette 5, plus ou moins. Bien évidemment, ces chiffres seront dépendants de la proximité de votre éclairage, ou pas. Donc je ferme cette fenêtre d'environnement effet et lance à nouveau un calcul de mon image. Donc nous voyons bien la différence avec le premier rendu. On a beaucoup plus de contraste dans notre forme. Ensuite, nous allons nous intéresser à un autre paramètre qui est issu de la caméra. Je vais donc, par le menu des vues, sélectionner ma caméra. Étant donné que je suis dans la vue caméra, il est facile comme ça de la sélectionner. Pour lui changer juste un petit paramètre, nous allons lui mettre dans ses paramètres, activer les passages multiples, profondeur de champ, attention de bien prendre mental ray. Un nouveau paramètre s'offre à nous, paramètre profondeur de champ, avec un f-stop qui permet en fait de choisir l'ouverture de la focale, ou la fermeture plutôt, l'ouverture on va dire en tout cas, à 0,6 pour bien l'accentuer. Et nous allons faire un test de rendu. On constatera que le rendu est un peu plus lent, et surtout on va voir que maintenant nos arêtes seront beaucoup plus douces. Pour faire un réglage correct et comprendre surtout à quel point ça agit, donc je vais attendre que ça termine de calculer, il faut comprendre où se fait la mise au point. Donc je ferme l'ensemble, je passe en perspective pour que vous compreniez bien. Nous voyons tout simplement ici notre distance cible, qui est tout simplement la position de mise au point de ma caméra. Donc on voit bien pour l'instant le plan qui est ici, c'est la mise au point. En imaginant, plutôt que de bouger ma cible, qui changerait mon angle de vue, je vais aller tout en bas des paramètres de ma caméra, et nous voyons le paramètre distance cible. Tout simplement, j'augmente ma distance cible, par exemple, pour la mise au point au milieu de mes caméras. On va dire même au milieu de la première caméra. Je reviens dans ma vue caméra, et vraiment pour que vous compreniez l'effet, je vais descendre à 0,2, pour qu'on voit bien le résultat, où ça devrait être net pile poil au milieu de ma caméra. D'ailleurs, je vais en profiter pour rajouter un peu de segments à mes caméras qui sont un peu trop, dont les polygones sont un peu trop visibles, et lancer un rendu. Donc là, on voit bien que la caméra est plus ou moins nette, et directement devant, les paramètres sont plus flous. On voit même que les ombres elles-mêmes ont été floutées par la présence, vous voyez là ici on est déjà un petit peu dehors,
étant donné que le cadre passait devant, on comprend bien en tournant dans la scène où passe. Il faut bien sélectionner la caméra pour en voir les attributs. On voit bien ce qui se passe. Là, cette caméra est déjà, dans cette caméra, la position est déjà floutée, étant donné qu'elle est derrière mon plan. On imagine, j'augmente ma distance cible de manière à ce que j'aille sur l'arrière, par exemple, de celle-ci. Voilà. Et relancer un caméra. J'ai appuyé sur C pour revenir dans ma vue caméra. Et là, on va bien voir que cette théière-là sera beaucoup plus floue. Et celle-là, a priori, devrait être nette. Donc voilà comment faire de la profondeur de champ mental. Donc là, je vais remettre une valeur qui passe beaucoup mieux, qui est 0,6, qui évitera de complètement flouter mes objets alors qu'ils sont vraiment à une distance très proche. Et on va voir un autre paramètre. Outils, liste de lumière, qui va me permettre de pouvoir mettre de la couleur à mon éclairage. Tout simplement en cliquant dans les cases de couleur. Là, on voit les paramètres que j'ai rentrés tout à l'heure. Ombre activée, lancer de rayon avec une intensité en candela à 100. Je vais mettre une couleur pastel à ma première lumière. Pareil à la seconde. Je relance un rendu. Et voici le résultat que j'obtiens. Donc encore un petit paramètre supplémentaire. On voit que les ombres sont complètement nettes, étant donné qu'elles sont, comme on l'a constaté, à lancer de rayon. Donc forcément, la lancée de rayon me trace vraiment un contour de mes objets. Donc on va pouvoir constater directement, même sans passer par la vue perspective, en ayant la liste de lumière, les petits boutons tout à gauche me permettent de sélectionner mon éclairage. Je vais juste rajouter un paramètre qui va me permettre d'atténuer en fait la forme de mon ombre, le contour de mon ombre, tout simplement en mettant une forme à ma lumière. Donc mon premier éclairage, je vais lui mettre une sphère, en laissant les paramètres par défaut. Le second éclairage, je vais lui mettre un rectangle. Je regarde bien le résultat. Donc je clone mon image pour me rendre compte du changement et je lance un nouveau rendu. Donc on voit tout de suite la différence avec déjà le rectangle qui était à droite. Plus il sera grand, plus ce qu'on appelle le carré inversé de la lumière floutera, adoucira mes ombres. Donc par contre on constate aussi que le rendu est beaucoup plus long. On verra bien la différence aussi entre le rectangle qui lui me floute complètement mon éclairage, mon ombre, pardon. On voit bien aussi dans les reflets les différentes formes, donc le point qui est à gauche de ma scène et le rectangle qui est à droite. Donc on voit le temps qu'il met déjà à calculer le reflet dans ma théière de cet éclairage, de cette forme d'éclairage. Quoi qu'on voit plutôt effectivement, je dirais, légèrement que c'est un rectangle. Et donc, voilà le résultat. On constate que de toute façon, ça sera plus long à calculer. Mais voici donc les bases du rendu d'éclairage, on va dire dans un principe de studio photo. On pourrait rajouter un dernier petit paramètre bonus, qui va être tout simplement dans mes matériaux, surtout dans ce socle. Je vais revenir sur le paramètre de mon socle, activer un effet spécial qu'on appelle l'occlusion ambiante. La distance max par défaut est de 4 cm. Je vais lui mettre une valeur de 50. Et lancer à nouveau un rendu. On constatera que l'occlusion ambiante rajoute tout simplement par la proximité d'autres objets dans la scène, donc là avec une valeur de 50 cm, une ombre sur mes contours, ce qui va accentuer
l'impression, comment dire, la position de l'objet dans ma scène. On voit que là, ma distance entre mon sol et mon socle n'est pas suffisante. On n'a pas vraiment le sentiment que le socle est posé dans ma scène. Donc là, je vais annuler mon rendu et tout simplement revenir dans la vue gauche, vue de gauche, pour tout simplement baisser un peu plus mon fond. Parce que là, vraiment, c'est pas assez. Donc je le descends un peu plus. Je reviens dans ma vue caméra. Et je relance un rendu. Là, on sentira plus un réalisme par rapport à l'objet posé dans la scène. On exagérera toujours cette chose-là dans des rendus pour faire des rendus réalistes, pour vraiment avoir le sentiment que l'objet est posé dans la scène. Et l'occlusion ambiante, c'est l'espèce de dégradé que l'on voit de l'arête ici, vers le haut. Comme on voit aussi, bien évidemment, autour de mes théières, du coup un grain qui me permet de simplement, donc c'est ce qu'on appelle l'occlusion ambiante. Toc toc toc. On voit que le rendu du coup prend du temps. Tous ces petits gadgets prennent du temps. On peut constater en plus que pour la plupart des options de rendu, je suis par défaut. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait avoir beaucoup moins de points et de, comment dire, d'anti-aliasing, etc. Je vais attendre que le rendu se termine pour vous montrer, quoi qu'on peut vous le montrer pendant que ça se calcule. Concernant les paramètres de rendu. Là on constate bien aussi effectivement la forme de la sphère qui casse beaucoup moins les ombres que le rectangle. Hop. Donc voici les bases du rendu concernant Studio Photo. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.